Alors, pour en venir à la question du Withdrawal Agreement, donc celui maintenant qu'on indique WA, l'accord de retrait, qui, comme Lucas l'a très bien dit, est entré en vigueur le 31 janvier 2020. Et c'est bien à ce moment-là que le Brexit a eu lieu. C'était le 23 juin 2016, ça c'est le référendum. C'est un référendum dans lequel donc, les Britanniques ont décidé qu'il devrait y avoir un départ, mais le vrai départ a eu lieu au 31 janvier 2020. Comme son nom l'indique, accord de retrait, c'est vraiment comment est-ce qu'on va organiser le retrait, le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. 3 chapitres très importants. Le premier chapitre, c'est la question des droits des citoyens, avec un effet direct à ces dispositions-là, qui donne la possibilité à vous, à moi, si vous vous sentez lésé et qu'on ne respecte pas vos droits, si vous en avez dans ce texte, de l'invoquer directement devant un juge. Ce qui est différent avec le TCA que Pascal expliquera tout à l'heure. Alors, autre chapitre, c'est le règlement financier. Ça, c'est facile à comprendre. Quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, eh bien, il s'est engagé à payer partie du budget européen, à une participation financière dans différents programmes. Ça, c'est comment est-ce que le Royaume-Uni allait régler la note. Troisième chapitre, ça fait l'objet d'un protocole qui est joint à l'accord, c'est le fameux protocole sur l'Irlande du Nord. Le gros problème là, c'est que maintenant, là, imaginons qu'il y a une carte là. Imaginons que l'Irlande est ici, vous avez la Grande-Bretagne ici. Quand le Royaume-Uni a rejoint, ah ben voilà, il y a Pascal qui met, super. Regardez surtout Pascal. Donc vous voyez là à droite, ce n'est pas un œuf, c'est la Grande-Bretagne, et à gauche, ce n'est pas un petit œuf, mais c'est l'Irlande, et avec l'Irlande du Nord sur le même territoire, la même île que l'Irlande. Eh bien, quand le Royaume-Uni et l'Irlande ont rejoint l'Union européenne, ont rejoint le marché intérieur, ils ont rejoint ensemble, mais aujourd'hui que le Royaume-Uni quitte seul, voilà, donc celui, oui, avec le quadrillage, c'est ceux qui ne sont, c'est les personnes non grata maintenant. Eh bien, maintenant, il y a une frontière terrestre entre, d'une part, un État désormais tiers à l'Union européenne et d'autre part, un État membre de l'Union européenne. Autrement dit, cette petite frontière que Pascal souligne, c'est une frontière qui est maintenant une frontière de notre marché intérieur. Problème dans le cas ici de l'Irlande, c'est que historiquement, d'abord sur l'accord du Vendredi Saint, c'est une zone, pour ceux qui se souviennent, ce qu'on appelait les Troubles, soit ça a mené à l'accord du Vendredi Saint qui prévoit bien qu'on ne rétablira pas de frontières dures à cet endroit. Ne pas rétablir de frontières dures, ça pose un problème parce qu'on ne peut pas laisser des biens rentrer librement dans le marché intérieur. Et donc on a trouvé une combine. Au début, on avait pensé que ce serait un arrangement qui serait temporaire au cas où on n'aurait pas d'accord sur le futur, mais finalement on s'est bien rendu compte que ça allait être la formule sur le long terme, et cette formule-là, c'est en quelque sorte, pour faire très très bref, l'Irlande du Nord fait partie de l'Union douanière britannique, mais l'Irlande du Nord continue à être soumise à un certain nombre de règles européennes, notamment des règles phytosanitaires, d'autres règles relatives aux marchandises. Et donc, ça donne à l'Irlande du Nord un statut assez particulier. Eh bien, parce qu'il y avait 4 sujets de friction, 4 points de friction. Premier point, c'est la question de la pêche, qu'on a appelé le problème du level playing field. Alors, pourquoi qu'est-ce qu'on entend par ce mot anglais? C'est trouver des règles de concurrence équitables. Troisième point, c'est la question de la gouvernance globale de cet accord. Et un quatrième point qui a posé problème, mais moins dans les derniers mois, c'est le fait qu'au début, le Royaume-Uni ne voulait pas promettre de rester lié à la Convention européenne des droits de l'homme et à d'autres standards de droits fondamentaux. Premièrement, cet accord en soi, il n'est pas complet. C'est un accord, je dirais, cadre, avec plein de lacunes, plein de choses qui ne sont pas négociées, plein de choses qui sont à peine négociées, plein de choses dont l'impact sera connu que dans quelques mois, voire années. Donc, faire une analyse sur quelque chose qui n'est pas fait, c'est difficile. Et deuxième chose, c'est que cet accord porte uniquement sur quelques aspects. Le commerce des marchandises, le commerce des services, un peu des règlements des différends,
et pas plus, pour vous dire. De toutes les marchandises et services que l'Union européenne exportait à l'extérieur, voire dans un autre pays, allaient au Royaume-Uni. Donc 13%, c'est beaucoup. Il faut distinguer le commerce des marchandises et je dirais le commerce des services. Donc l'Union européenne exportait beaucoup plus de marchandises au Royaume-Uni que le Royaume-Uni exportait des marchandises ou exporte des marchandises en Union européenne. Vice-versa, le Royaume-Uni était fort en service, surtout par sa place financière londonienne. Les intérêts des deux côtés étaient clairs, donc l'Union européenne voulait avoir un traité qui facilitait en quelque sorte le commerce des marchandises vers l'Union, vers le Royaume-Uni, et que Londres voulait avoir un accès facile de ses services dans l'Union européenne. Ça crée naturellement une surcharge administrative supplémentaire qui n'existait pas avant. Et ça a un coût. Pour toutes les entreprises européennes et britanniques, ça a un coût. Première restriction, qui est une restriction plutôt pratique. Deuxième restriction, dans plein de domaines de ce traité, donc le Royaume-Uni a promis et a fixé dans le contrat d'assurer le soi-disant level playing field avec l'Union européenne. La campagne du Brexit a été menée sous le slogan « I want my country back ». Donc, ils voulaient avoir leur souveraineté de faire les lois qui leur plaisaient. Mais Michel Barnier a toujours dit « on ne va pas leur laisser faire ». Donc Michel Barnier, qui était le négociateur en chef de la Commission européenne, donc qui a mené les négociations pour toute l'Union européenne, donc un modèle à suivre pour toutes les négociations des traités internationaux futurs. Il a dit on va introduire des clauses. On a maintenant introduit dans ce texte, dans bien de domaines, des clauses qui disent vous pouvez faire des normes, je dirais, plus protectrices, mais pas moins. Donc, vous ne pouvez pas baisser les normes dans certains domaines. Ce qui veut dire, donc, ils peuvent faire leurs propres règles, mais ces règles doivent être quasiment les mêmes que chez nous. Le Brexit, le Withdrawal Agreement et le Trade and Cooperation Agreement, ce sont des outils qui ont dû être créés pour donner une certaine sûreté aux citoyens, aux entreprises, à tous ceux qui font du commerce, mais ça ne résout pas le grand problème que cette situation qui a été créée par le Brexit est une situation lose-lose. Donc il n'y a personne qui gagne. Les deux côtés vont perdre de l'ampleur économique, vont perdre de l'influence dans le monde politique. L'idée qui a mené au Brexit est une idée néfaste pour les démocraties. En tout cas, Johnson, aujourd'hui, avec la crise sanitaire en plus, n'a plus le même soutien populaire qu'il n'avait lors de l'élection générale de décembre 2019. Donc, si une élection devait avoir lieu au Royaume-Uni aujourd'hui, le Labour reprendrait sûrement du terrain. D'autres États membres ne sont pas tentés par l'expérience, plutôt du contraire, certains dirigeants font plutôt un pas de côté, ceux qui proposaient ce genre de projet politique, si on peut appeler ça un projet politique. Mais si on retient bien une leçon du Brexit, c'est qu'on ne doit rien considérer comme étant acquis, et donc il ne faudrait pas s'étonner que ce sujet revienne au devant de la scène d'un programme politique lors d'une élection importante. L'élection présidentielle française, c'est quand même l'année prochaine. Il faudra y être attentif. On a les élections néerlandaises en mars, on a les élections allemandes en septembre, des élections toutes importantes qui vont marquer l'avenir de l'Union. Et rappelons-nous quand même qu'au moment où ce résultat du Brexit avait fait beaucoup de bruit, fin juin 2016, un sondage avait été lancé dans les différents États membres. Bon, c'était un sondage qui valait ce qu'il valait, mais en Belgique, 33% des répondants disaient qu'ils voudraient le départ de la Belgique de l'Union européenne. Et compte tenu de l'histoire de la Belgique et du statut même de la Belgique au sein de l'Union européenne, 33%, c'est énorme. Je ne crois pas que Boris Johnson pourra donner son feu vert à un deuxième référendum pour l'Écosse, parce que s'il fait ça, ils vont partir. Mais puisqu'il ne le donne pas, on aura des situations très difficilement à accepter à l'intérieur
du Parlement, de son gouvernement, du royaume. Donc ça crée des tensions extraordinaires et je ne sais pas vers où ça mène. Si le même pourcentage de jeunes avaient voté en 2016 comme les vieux l'ont fait, on n'aurait pas eu majorité parce que les jeunes étaient tous pour un maintien à l'Union européenne. Et c'est à la fois triste puisque c'est de leur futur qu'il s'agit, ce n'est pas ceux de 60, de 70 et de 80 ans qui ont leur futur, je dirais, économique devant eux, ou de voyage ou de famille. C'est le futur des jeunes qui a été compromis par ce Brexit. Et c'est eux qui ne sont pas allés voter. Donc, quand tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi, mais pas comme tu veux. Donc, appel important à dire, occupez-vous de la politique, informez-vous et ne vous laissez pas faire. Est-ce qu'une partie d'États tiers peut rejoindre le programme Erasmus en tant qu'entité régionale? Ça, c'est plus compliqué. Et il y a une autre question qui est les étudiants d'Irlande du Nord qui, au travers de la collaboration particulière avec la République d'Irlande, pourraient peut-être continuer à participer au programme Erasmus. Attention que le programme Erasmus, c'est bien un programme d'échange, c'est le plus connu, avec un soutien financier, mais il y aura toujours des programmes d'échange d'étudiants. Ce sera juste peut-être des conventions bilatérales entre universités, et la communauté française en Belgique est en train de revoir son système de financement des étudiants dans ce type d'échange-là pour essayer de compenser la perte d'Erasmus. À partir d'octobre, vous devrez vous munir d'un passeport pour rentrer sur le territoire britannique. Ça ne veut pas dire que vous aurez besoin d'un visa. Le visa sera nécessaire au-delà de 6 mois, mais vous aurez en tout cas besoin d'un passeport pour rentrer sur le territoire. Des liens commerciaux, des liens juridiques, les séparer, c'est hyper difficile, hyper compliqué. Mais joindre quelque chose, ils vont perdre tous leurs avantages, ça c'est sûr. Ils avaient des avantages un peu partout, dans tout. Ça, je crois, il n'y a plus le cherry picking qui était avant. Mais il faut dire, si la volonté politique au sein du Royaume-Uni est là pour demander de réintégrer l'Union, je crois qu'il n'y a personne chez nous qui dira non, restez là où vous êtes. Donc, moi, je serais très ravi de les accueillir à nouveau, mais ce n'est pas à nous de le décider, c'est à la jeune génération de le faire. Dans quelques années, c'est peut-être un peu ambitieux, mais un jour, oui, et il suffira de réouvrir le traité européen et non plus de regarder l'article 50, mais de regarder l'article 49, juste avant, sur comment rejoindre l'Union européenne et renégocier l'accession.